Je remercie Madame Chehab de me donner l'occasion d'intervenir ce soir. Il est toujours difficile de parler après nos deux autorités de tutelle, mais je vais essayer de... Vous êtes surveillée. Voilà, justement. Vous êtes le bras exécutif. Alors j'interviens donc ici en qualité de représentant de la Banque Audi France, qui est la filiale française du groupe bancaire libanais Banque Audi. Nous sommes le premier groupe bancaire libanais avec, à fin 2015, 42,2 milliards de dollars d'actifs, dont 35,6 milliards de dépôts clientèle, 403 millions de dollars de bénéfices nets consolidés et 3,3 milliards de dollars de fonds propres. Le groupe Audi est également implanté historiquement en Suisse, Jordanie, Syrie, Égypte, Soudan, Arabie saoudite, Qatar, Émirats arabes unis et en Turquie. Le groupe Audi offre à sa clientèle une gamme complète de services qui vont de la banque commerciale et d'entreprise aux opérations sur les marchés de capitaux, en passant par la banque de détail, la banque privée et l'assurance. Banque Audi France, qui est installée à Paris depuis mai 1979, est la vitrine du groupe Audi en France et jouit à ce titre de la confiance des autorités qui nous ont accueillis. Cette double responsabilité nous commande notamment d'être irréprochable dans notre respect de la réglementation qui s'applique aux banques en France. Dans son activité, Banque Audi France respecte non seulement la réglementation bancaire en France, mais aussi des réglementations bancaires étrangères. La réglementation bancaire en France, dont les sources sont françaises et européennes, embrasse l'ensemble des activités des établissements de crédit. Il s'agit d'une réglementation nombreuse et détaillée. Viennent s'ajouter à cette réglementation bancaire locale, d'une part très marginalement, quelques dispositions de la règlement bancaire libanaise, pour ce qui nous concerne, et d'autre part, certaines dispositions de la réglementation bancaire américaine, principalement en matière d'embargo. La réglementation est évolutive et le foisonnement de textes nécessite un suivi attentif des réglementations nouvelles. La banque a ainsi mis en place, comme toutes les banques, un dispositif spécifique de veille réglementaire. Plutôt que de vous présenter de manière complète et donc lourde et rébarbative l'ensemble de ces réglementations complexes, je vous propose d'illustrer mes propos par un exemple, reprenant à peu près les principales obligations qui naissent à l'occasion d'une opération bancaire. Un exemple détaillé pourra en effet vous permettre de vous mettre l'espace d'un instant dans la peau de votre banquier et comprendre pourquoi diable celui-ci vous harcèle-t-il de questions désagréables alors que vous souhaitez uniquement et simplement réaliser une opération des plus banales. Prenons donc par exemple une opération d'import-export de cigares fabriqués en Espagne entre une société française, négociant exportateur, et une société égyptienne, importateur du produit. Pour régler le prix de cette transaction, qui est disons d'1 million de dollars, la société égyptienne demande à Banque Audi France d'émettre une lettre de crédit en faveur du vendeur français. L'opération semble banale, en apparence, pour la banque et pour son client. Sur le plan réglementaire, elle est pourtant complexe, car elle impose de nombreuses contraintes protectrices, non seulement pour le client, mais essentiellement pour la banque. La banque va devoir, pour mener à bien cette opération, faire et mener plusieurs vérifications. Et là, je rejoins ce qu'avait dit Madame Claire, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en œuvre non seulement le respect des ratios prudentiels, mais également mettre en œuvre toute la gouvernance et le contrôle interne adéquat. La première vérification que la banque va faire est le respect de ces ratios imposés par la CPR et destinée à s'assurer que la banque s'engage dans la limite des risques autorisés. Chaque banque, en effet, se voit imposer par la réglementation ou par les autorités de tutelle des ratios quant aux risques qu'elle peut prendre avant d'engager n'importe quelle opération. Il s'agit, entre autres, essentiellement des risques de solvabilité et de liquidité essentiellement. Dans un deuxième temps, la banque va vérifier ce qui s'appelle aujourd'hui le Know Your Customer. Avant de se lancer dans toute relation d'affaires, ou même pour une simple opération, la banque doit s'assurer qu'elle connaît son client et surtout la réalité de ses activités économiques. La règle est que les opérations que nous confient nos clients doivent être en harmonie avec leurs activités. Toute
toute opération qui sort de ce cadre doit être réexaminée, justifiée, documentée et le client éventuellement interrogé. Lorsque le client est une personne morale, cette connaissance s'étend également aux bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire les principaux actionnaires, personnes physiques et les dirigeants de la société. Ces vérifications visent principalement à éviter la participation à des opérations de blanchiment ou de financement d'entreprises terroristes. La qualité de l'investigation protégera évidemment la banque, qui se doit en effet de préserver son image et pour ce faire d'être particulièrement vigilante. Mais elle protège également le client contre une participation involontaire à son insu à une opération douteuse. Une fois le client identifié comme le réel opérateur économique, la banque devra vérifier, en troisième lieu, que son client n'est soumis à aucune sanction nationale ou internationale. En effet, certains pays où leurs ressortissants, notamment du Moyen-Orient, sont l'objet de sanctions économiques et ou financières. Tant la France que l'Union européenne que les États-Unis publient ainsi des listes d'entités, de personnes physiques, avec lesquelles les relations financières et commerciales sont étroitement encadrées. Leurs avoirs sont gelés et les transferts sont interdits pour la plupart. Ces vérifications sont essentielles. Elles sont complexes à mener, en raison par exemple de l'existence d'homonymes, même si des listes informatisées aident à la détection de ces opérations. Dans notre exemple, l'import-export de cigares, aucune des contreparties n'est soumise à des mesures de sanctions en France, dans l'Union européenne ou aux États-Unis. Si les résultats de ces contrôles sont satisfaisants, pourquoi la banque ne procéderait-elle pas à la transaction? En réalité, la banque n'en a pas terminé avec le processus. Elle doit également s'assurer que les produits qui sont l'objet de la transaction ne sont pas visés par des réglementations qui interdiraient leur exportation. Par exemple, s'ils sont à doubles usages, c'est-à-dire susceptibles d'être utilisés à des fins civiles et militaires. Les règles européennes n'interdisent heureusement pas l'import-export de cigares et personne n'a encore réussi à en utiliser à des fins militaires. Alors la banque peut-elle enfin procéder à la transaction ? Alors, la banque, d'après vous, peut-elle encore procéder à la transaction demandée par son client? Non. Elle doit encore s'assurer qu'elle est conforme à la réglementation américaine. En effet, la transaction est dénommée en dollars et elle impliquera à ce titre des correspondants bancaires aux États-Unis. Or, la banque se doit d'assurer à ses correspondants que l'opération en devise américaine qu'elle sollicite n'est pas contraire à la réglementation américaine. Dans notre cas, ni l'acheteur égyptien ni le vendeur français ne sont sous sanction aux États-Unis. Mais l'objet de la transaction, le cigare, pourrait l'être. Le cigare est en effet fabriqué en Espagne, mais à partir de graines importées de Cuba. Si tel était le cas, l'opération violerait l'embargo américain sur Cuba. Voilà donc pourquoi une opération entre un exportateur français et un importateur égyptien, effectuée par une banque française et portant sur un produit fabriqué en Espagne, ne sera pas réalisée en raison de la devise de la transaction, le dollar, qui entraîne l'application de la réglementation américaine. C'était une opération en dollars. Je ne pourrai clore ce bref rappel des réglementations de sources françaises, européennes et libanaises qui concernent Banco di France sans mentionner la réglementation américaine un peu plus. FATCA, dont vous avez tous entendu parler, est une réglementation américaine décidée au lendemain du scandale UBS pour lutter contre la fraude fiscale aux États-Unis. Cette réglementation s'applique aux banques non américaines pour détecter les avoirs qui n'auraient pas été déclarés au fisc des États-Unis par des citoyens ou des résidents américains. Ainsi, toutes les banques doivent désormais systématiquement analyser leur portefeuille clientèle pour s'assurer qu'elles n'abritent pas des fonds appartenant directement ou indirectement à des citoyens ou des résidents américains et les déclarer aux autorités fiscales américaines lorsque c'est le cas. D'ailleurs, l'intérêt de ce dispositif a conduit plus de 60 pays, dont l'Union européenne, à le répliquer au travers de ce qui s'appelle aujourd'hui le Common Reporting Standard de l'OCDE. Pour la mise en œuvre de ces nouvelles normes qui vont entrer
en vigueur à partir de 2017, les établissements devront désormais analyser leur portefeuille clientèle pour détecter les comptes des résidents de ces 60 pays, qui seront ensuite déclarés à leurs autorités fiscales respectives. À titre d'exemple, le compte d'un résident italien ouvert en Espagne sera déclaré aux autorités fiscales italiennes et le compte d'un résident français ouvert en Belgique sera systématiquement déclaré au fisc français, etc. Je terminerai par une réflexion d'ensemble sur les réglementations qui s'appliquent à nous. Ces réglementations sont nombreuses. Elles nécessitent des efforts constants en vue de leur application, tant du point de vue de l'esprit que de la lettre. On peut les considérer comme une contrainte. Je préfère pour ma part voir en elles une aide à la gestion. Au-delà de leur aspect légal et donc de l'obligation de les respecter, elles fournissent un cadre au sein duquel nous pouvons développer notre activité en étant assurés que celle-ci demeure pleinement maîtrisée. Fondamentalement, elles sont destinées à protéger tant nos clients que la banque. L'intervention des autorités de contrôle et de tutelle est le gage de leur respect et donc de la confiance que les opérateurs peuvent placer dans le système bancaire. Je vous remercie.